désamour de l'Europe, le désamour des institutions existantes en général, aussi le désamour des institutions nationales. C'est une crise sociale et économique qui est majeure et qui frappe d'abord la jeunesse et d'abord les plus a priori exclus parmi cette jeunesse. Il y a des quartiers où le chômage des jeunes est au-delà de 50%. Et c'est très compliqué de maintenir une démocratie ouverte quand il n'y a pas de perspective possible, socio-économique d'abord, mais ensuite politique même, pour la jeunesse. Et on se retrouve dans une situation où, en France, le Front National est devenu le premier parti de la jeunesse française. Il fait des scores plus importants chez les 18-25 ans que dans le reste de la population. Et en gros, si le Front National n'est pas garanti de gagner les élections, c'est parce que les plus de 65 ans se refusent encore à voter pour le Front National. Donc ce n'est pas une situation qui est tenable pour la démocratie française et ce n'est pas une situation qui est tenable à l'échelle de l'Europe. La génération des Sarkozy et des Hollande. Ils se définissent comme pro-européens. Très bien, ça ne mange pas de pain. L'UMP et le PS sont pro-européens, soi-disant. Et ils n'ont absolument aucune vision de l'Europe. La manière dont ils constituent leur liste pour les élections européennes, c'est déjà une insulte à l'idée de l'Europe. La manière dont ils refusent, par exemple, ils disent tous regretter qu'il n'y ait pas d'attachement des jeunes Européens à l'idée européenne. Ils disent « Oh, mais regardez, le drapeau européen, c'est juste un bout de tissu, alors que le drapeau tricolore, il y a un rapport émotionnel, symbolique au drapeau tricolore. » Très bien. L'année dernière, il y a des jeunes Européens, ukrainiens en l'occurrence, qui sont morts dans les rues de Kiev avec le drapeau européen dans les mains. C'est comme ça qu'on crée une attache symbolique, c'est en relevant ce genre d'événement. Quel dirigeant européen en a fait grand cas? Quel dirigeant européen a saisi cette opportunité pour faire un grand discours sur l'Europe en disant « L'Europe, vous vous rendez compte, l'Europe, ces jeunes-là sont prêts à mourir pour elle dans les rues, pour ce qu'elle représente et pour ce qu'elle offre. » On a eu récemment, il y a 2 mois, des attentats au cœur de Paris. Et tout le monde a découvert qu'il y avait une partie de la jeunesse qui échappait en gros à la République. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Est-ce qu'on continue à vivre dans la civilisation du zapping, c'est-à-dire de s'intéresser à une cause, et ensuite maintenant on va s'intéresser au travail le dimanche, et dans un mois on s'intéressera à quelque chose d'autre? Moi je pense que la situation est trop grave, et que donc toute l'énergie doit être focalisée sur la jeunesse. Vous savez, à l'échelle européenne, il y a des budgets, on ne va pas pouvoir les étendre à l'infini, les gens payent déjà beaucoup d'impôts, mais par contre il y a des choix qui doivent être faits. Et il y a une chose qui m'alerte par exemple, c'est que le budget consacré à l'agriculture soit 7 fois supérieur au budget consacré à la jeunesse et l'éducation. C'est quelque chose qui ne va pas. Ce qui est certain, c'est que l'ancienne conception de la représentation est obsolète. C'est-à-dire qu'on c'est pas on vote tous les 5 ans et entre-temps on dort. C'est on vote tous les 5 ans, il faut conserver, on n'a rien inventé de mieux que la démocratie représentative de manière institutionnelle, mais pendant les 5 ans, on se mobilise et on impose des questions, on impose des réponses. Par exemple, quand on dit que la jeunesse est une priorité du quinquennat qui arrive, on met en place des grands projets. Tous les mouvements récents d'engagement civique ont lieu en dehors de la sphère des partis politiques traditionnels et en dehors des politiques institutionnelles. Donc il faut que la société civile se mobilise et il faut analyser ce qui s'est passé. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé au moment des manifestations après les attentats, ou qu'est-ce qui s'est passé sur Maïdan, ou qu'est-ce qui s'est passé sur Tahrir en Égypte? C'est des jeunes qui se sont rencontrés via les réseaux sociaux et qui ont décidé de prendre en main leur avenir et d'affirmer une présence, d'affirmer un engagement. Et ils ont fait ça sans qu'aucun parti politique ne les appelle à le faire, sans qu'aucun syndicat ne les appelle à le faire, et sans qu'aucun État ne les appelle à le faire. Donc il y a une capacité de mobilisation qui est immense. Et c'est pour ça que votre initiative, elle est louable. C'est parce que justement, c'est une initiative qui part de la base et qui reste dans un milieu, un environnement qui est horizontal. Cette crise du politique fait qu'il y a un espace qui est ouvert, qui peut être rempli soit par des jeunes comme vous, soit par des marchands d'identité et des marchands de repli, qu'ils soient d'extrême droite ou qu'ils soient des extrémistes religieux.
Il y a sûrement des jeunes qui rejoignent le Front National non pas pour se faire une place, mais parce qu'ils pensent que le Front National est la seule alternative aux institutions et aux partis existants. Et qu'ils ne se sentent pas satisfaits, qu'ils ne se sentent pas écoutés par les partis existants. Et donc ils se disent pourquoi pas tenter le Front National. Si on limite l'alternative à la politique telle qu'elle existe ou le Front National, on va perdre. Ce qu'il faut impérativement faire, c'est réinventer une forme politique qui puisse être à la fois distincte de la politique telle qu'elle est pratiquée par l'UMP et le PS jusqu'à aujourd'hui, et qui soit en opposition frontale aux idées que promeut le Front National. Ce qu'il faut, à mon avis, faire de manière urgente, c'est que les jeunes, il y en a plein, qui ne se reconnaissent pas dans les idéologies réactionnaires, qui ne se reconnaissent pas dans l'apologie des frontières ou des racines qui nous est servie de manière continue par les idéologues réactionnaires d'extrême droite, se mobilisent et prennent en charge eux-mêmes la défense des principes de la société ouverte, du métissage, du cosmopolitisme, de l'Europe sans frontières, et que si cette jeunesse ne le fait pas, si la génération Erasmus et EasyJet ne prend pas en main ce projet européen, par exemple, personne ne le fera à sa place et ce projet européen mourra tout seul. Ce qui doit suivre, c'est une forme de plan Marshall, de brassage imposé à la société française, puisque un des principaux problèmes, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes un jeune Français, que vous naissez dans un village alsacien, vous restez dans ce village alsacien, et que si vous êtes né dans une banlieue, dans une cité de Gennevilliers ou de Strasbourg, vous restez dans cette cité, et que l'école seule ne peut pas vous sortir de ce ghetto. Donc quand on met tout sur le dos de l'école, par exemple, à mon avis, on fait une erreur fondamentale. Et donc, il faut absolument des mesures phares pour briser ces ghettos. Moi, j'en ai une, c'est par exemple la création d'un service civique qui soit obligatoire et qui soit universel. Parce que tout l'enjeu, c'est que si jamais on laisse la situation actuelle perdurer, on va se retrouver avec une jeunesse qui sera beaucoup plus repliée sur elle-même que ses prédécesseuses, et on ne peut pas construire une démocratie là-dessus. C'est aussi basique que ça. Il faut investir les réseaux sociaux, les universités, les rues même, les lieux de production culturelle pour défendre des valeurs d'échange et de mélange qui sont aujourd'hui remises en cause de manière vraiment profonde et violente par les idéologues d'extrême droite. Il faut arrêter de demander tout aux politiques. C'est regrettable que les politiques ne prennent pas des initiatives plus fortes, mais il y a toute une gamme de possibilités que les citoyens peuvent exploiter eux-mêmes. Si vous prenez la question du statut des stagiaires à l'échelle européenne, si c'est un mouvement social de la société civile qui impose la question et qui ensuite en plus élabore des réponses, les politiques peuvent prendre en compte ces solutions qui naissent de la société civile. Et c'est la manière dont la politique va procéder maintenant. C'est-à-dire que c'est plus, on n'entre plus en politique comme on entre en religion. On ne suit plus un clerc, on ne suit plus un prêtre. On réfléchit à un problème qui se pose à nous et ensuite on définit un mouvement qui aboutit à 1, 2, 3, 4 solutions et on essaye de les imposer et les politiques suivront. Et à mon avis, c'est ça l'enjeu et l'intérêt de votre mouvement.